Allons-y maintenant avec le calcul de la probabilité bêta, donc la deuxième probabilité qu'on regarde dans cette section-ci. Ici, cette probabilité-là, elle correspond à quoi? Ben, elle va correspondre à ne pas rejeter H0, sachant que H0 est fausse. Donc, on sait que H0, c'est pas vrai, mais nous, on va accepter quand même H0, même si elle est fausse. Donc, ça ici, c'est une erreur, évidemment, et c'est l'erreur de type 2, donc la deuxième espèce, et ça nous donne une probabilité bêta dans ce cas-ci. Cette probabilité-là, on pourrait l'écrire comme ça, donc probabilité de ne pas rejeter H0, sachant que H0 est fausse, et selon le test qu'on effectue, évidemment, ne pas rejeter H0, ça va se traduire en une relation mathématique, mais ici, ce qui va avoir de différent avec le calcul de la probabilité alpha, c'est que là, ici, si on sait que H0 est fausse, ça veut dire que la vraie situation, la vérité de la situation, ce serait H1, et H1, c'est un petit peu différent de H0. Là. H0, c'est égal à une certaine valeur, alors que H1, c'est plus petit, plus grand, différent. Donc, on n'a pas nécessairement une valeur fixe pour le H0 fausse. Donc ici, pour remédier à cette situation-là, il va falloir utiliser dans le contexte ce qui nous est donné dans nos règles, et on va pouvoir poser que mu est égal à une certaine valeur ou que pi est égal à une certaine valeur. Donc, pour remédier au fait que H1 vrai, ça indique que ça peut être n'importe quoi la valeur, ben, on va se fixer une valeur qui devrait être donnée dans l'énoncé pour pouvoir compléter le problème. Donc ici, on va avoir un petit peu plus d'informations à aller chercher, et de cette façon-là, on va être capable d'aller résoudre le problème et calculer notre probabilité bêta. Donc, allons-y avec l'exercice 11.1. Ici, dans ce cas-là, là, on parle de l'estimation du prix moyen des ventes de maisons. On a une moyenne à 112 000 et on a un agent d'immeuble qui se dit que dans sa ville, le prix moyen de la vente d'une maison, c'est un petit peu supérieur à ça ici. Donc, notre agent d'immeuble va avoir l'idée de faire un test hypothèse. Donc, il va se faire un échantillon de 100 maisons. Il obtient une moyenne de 115 000 pour la prix de vente et un écart type de 20 000 Donc, avec ces informations-là, on se demande, c'est quoi la probabilité que notre agent d'immeuble ne rejette pas l'hypothèse H0, donc qui serait que la moyenne est vraiment de 112 000 sachant qu'en réalité, c'est pas vraiment 112 000 la moyenne de prix de vente. Donc, pour faire ça, ici, on va essayer de structurer le test. On va aller étape par étape, puis on va voir que pour calculer la probabilité bêta, on a un petit peu plus de travail à faire. On va avoir une probabilité qui est très, très grande, puis on va se demander pourquoi. Donc, à la fin de tout ça, on pourra vérifier avec des petits schémas un petit peu plus visuels, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une probabilité aussi grande que celle qu'on obtient dans ce cas-ci. Donc, allons-y avec l'exercice 11.1. Pour commencer, on doit émettre des hypothèses. Donc, on sait que mu0 est égal à 112 000 ça veut dire que l'hypothèse H0, ce sera que mu égale 112 000 À ça, on confronte l'hypothèse alternative suivante. Notre agent d'immeuble, lui, pense que le prix moyen devrait être supérieur à 112 000 Donc, on va aller avec mu plus grand que 112 000 Avec ça ici, avec nos hypothèses, pour pouvoir se rendre jusqu'à notre probabilité bêta, on va construire la règle de décision. Parce que je vous rappelle que la probabilité bêta, si on veut l'écrire rapidement, c'est la probabilité de ne pas rejeter H0, sachant que H0, elle serait fausse. Donc là, ici, ne pas rejeter H0, pour être certain d'être capable de trouver ça, on va aller construire la règle de décision pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va calculer comme probabilité ici. Donc, règle de décision, premièrement, notre test, quel type de test est-ce qu'on fait? On a l'hypothèse mu est égale à 112 000 versus mu est plus grand que 112 000, donc c'est un test unilatéral à droite. Donc, notre règle de décision, ce sera de rejeter H0 si la variable ou la variable aléatoire Z qu'on va calculer, la statistique, est plus grande que Z alpha. On se dit que notre précision, ce sera 6%, donc Z alpha, ce sera Z 0,06. On va aller chercher ça dans notre table de la loi normale. Ici, vous allez voir que pour 0,06, vous allez devoir interpoler entre deux valeurs. Ça va vous donner 1,555. Avec cette valeur-là ici, on va aller chercher une valeur fixe pour la moyenne. Donc, on va transférer ça en valeur fixe pour la moyenne pour savoir à partir de quelle valeur est-ce qu'on rejette la décision ici. Pourquoi est-ce que je fais ça ici? Vous allez voir que tout à l'heure, quand je vais calculer ma probabilité, la valeur que je trouve ici, elle va être pas mal plus facile à comparer avec la moyenne qu'on va s'être donnée. Donc, on veut avoir cette information-là ici. À ce moment-ci, si on rejette lorsque Z est plus grand que 1,555, ça veut dire qu'on rejette
si x bar est plus grand que mu0 plus 1,555 fois l'écart type sur la racine de n. Ça ici, c'est la valeur qu'on s'est donnée lorsqu'on faisait les tests d'hypothèse sur les moyennes. Nous, on est presque jamais allé la chercher, cette valeur-là, parce que dans les tests d'hypothèse de l'autre sens, c'est facile de juste aller chercher la valeur z alpha. Mais ici, pour les probabilités, on va avoir besoin de cette valeur-là ici, sinon c'est un petit peu plus difficile à les trouver. Donc, on y va. X bar est plus grand que mu0 plus 1,555 fois l'écart type sur la racine de n. Donc, ça ici, ça veut dire que mu0 qui est égal à 112 000 plus 1,555 fois l'écart type qui est 20 000 et la racine de n, pardon, racine de 100 dans ce cas-ci. On fait le calcul. Ici, si vous faites le calcul dans votre calculatrice, vous devriez obtenir 115 110 $ pour la valeur de x bar. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici, ce qu'on vient de calculer à partir de notre z alpha? Ça veut dire qu'on va rejeter h0 si x bar est plus grand que 115 110 $. Donc, si on calcule un x bar et que x bar est au-dessus de 115 110 $, on rejette h0. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe avec le test hypothèse qu'on est en train de faire pour notre agent d'immeuble? L'agent d'immeuble ici a obtenu une moyenne de 115 000. 115 000, c'est plus petit que 115 110. Donc, on ne rejettera pas H0 plutôt, donc on va aller accepter que la moyenne est de 112 000 $. Ici, on a un test hypothèse où on ne rejette pas H0. Et là, on rajoute des informations supplémentaires dans le problème. On se dit que la vraie moyenne, elle est à 114 000 $. C'est quoi la probabilité que notre agent d'immeuble ne rejette pas H0, sachant que la vraie moyenne est de 114 000 $? Bon, là ici, déjà, on remarque quelque chose d'intéressant qui va revenir tantôt dans notre explication visuelle. La vraie moyenne, elle est de 114 000 $, et la valeur qui nous permet de rejeter H0, elle est à 115 110 $. Donc, pour rejeter H0, il faut être déjà beaucoup plus grand que la vraie moyenne. Donc ici, là, on s'attend à avoir quelque chose qui est difficile à déceler. Donc, on va avoir une forte probabilité de se tromper si on rejette H0, alors que c'est faux. Donc, on va repartir de ça ici. Et là, on cherche la probabilité de ne pas rejeter H0. On sait qu'on rejette H0 lorsque x bar est plus grand que 115 110. Donc, cette probabilité-là de ne pas rejeter, ce sera l'inverse. Ce sera lorsque x bar est plus petit ou égal à 115 110 $, sachant que H0 est fausse. Donc, c'est cette probabilité-là qu'on veut faire. Sachant que H0 est fausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mu est égal à 114 000 $. On peut déjà effacer ça ici et changer ça par mu égale 114 000. Si j'ai pas besoin des signes de dollars, c'est pas important. Donc là, à ce moment-ci, on a une valeur de moyenne de x bar. On peut faire notre calcul de la statistique avec x bar ici. On sait que cette valeur-là, ce sera égal à x bar moins mu sur s divisé par la racine de n, toujours plus petit ou égal à la même statistique de l'autre côté, donc 115 000, ça c'est 110, pas 100. 110 moins mu divisé par s sur racine de n, sachant que mu égale 114 000. Pourquoi est-ce qu'on a changé ça ici? Ben parce que ça ici, la première partie, c'est une variable aléatoire centrée réduite normale, donc z, plus petit ou égal ici à 115 110. Mu, ça vaut 114 000. S, ça vaut 20 000. Racine de n, donc racine de 100. Et là, j'ai plus besoin de mon sachant que, étant donné que j'ai remplacé dans mon calcul. Donc, j'ai changé par cette expression-ci pour aller chercher ma variable aléatoire normale centrée réduite. Et avec ça ici, je peux aller calculer la vraie valeur qui m'intéresse. Cette valeur-là, je vais pouvoir trouver une probabilité avec celle-ci. Et une fois que j'ai la probabilité, ben, je peux aller trouver c'est quoi la probabilité bêta. Donc, je vais savoir c'est quoi les chances que je me sois trompé ici. Donc, on fait ce calcul-là. Z plus petit ou égal à 115 110 moins 114 000, ça donne 1110. 20 000 sur la racine de 100, c'est 20 000 sur 10, donc c'est 2000. Ça correspond à la probabilité que Z soit plus petit ou égal à 0,555.
Ici, on pourrait arrondir. Donc, on pourrait arrondir à 2 chiffres après la virgule, 0,56. On pourrait faire de l'interpolation aussi, mais c'est plus simple de tout simplement arrondir. Et là, ici, cette probabilité-là, z plus petit que 0,56, c'est égal à 0,5 plus la probabilité que z soit entre 0 et 0,56. Donc, il nous reste à aller trouver cette probabilité-là dans la table de la loi normale pour trouver la probabilité totale de notre problème. Donc, j'efface un peu mon tableau, on s'en va dans la table de la loi normale, puis on va trouver qu'est-ce qui nous manque ici. On recherche 0,56 dans notre table de la loi normale, on commence par 0,5. Le 6 se trouve dans cette colonne-ci. Donc, la probabilité qu'on va utiliser, c'est 0,2123. On remplace ça dans notre écriture, on remplace ça dans notre formule, et on devrait savoir exactement quelle est la probabilité qu'on commette l'erreur de type 2. Donc, si je repars avec cette équation-là, je vais avoir 0,5 plus 0,2123. Ça ici, on peut additionner ça, ça nous donne 0,7123, qui est égal à 71,23%. Donc là, avec ce qu'on vient de dire là, on se rend compte qu'avec le test hypothèse que notre agent d'immeuble a fait, la chance qu'il ne rejette pas H0 sachant qu'elle est fausse est estimée à 71,23%. C'est une très, très, très grande probabilité de se tromper. Et là, ici, la raison pour laquelle notre probabilité est aussi élevée que ça, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, c'est parce que la vraie moyenne, 114 000, est plus petite que la valeur de rejet de notre test hypothèse, de notre H0 qu'on s'est donné initialement. Donc, on va faire un schéma, puis on va voir que, en effet, si on trace le schéma de notre test hypothèse ici, on se rend compte que la probabilité qu'on cherche, elle est effectivement énorme étant donné qu'on dépasse, notre valeur de rejet dépasse la vraie valeur de notre moyenne. Pour illustrer le problème qu'on vient de rencontrer, on va y aller avec la loi normale, avec notre moyenne mu0 qui est à 112 000 $. On sait que la règle de décision pour rejeter H0 se trouve à 115 110 $. Donc, lorsque notre moyenne qu'on observe x bar est de l'autre côté de cette ligne-là, on va rejeter H0. Ça veut dire que la petite partie hachurée en noir ici, ça représente le risque alpha, ça représente la probabilité de rejeter H0, sachant qu'elle serait vraie. Ça ici, c'est ce qu'on s'était donné pour le seuil de signification. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe si on va voir la deuxième possibilité, celle où notre moyenne vaut 114 000 $. Bon, admettons qu'on fait ce point-là ici avec mu, et là je vais préciser à côté que mu égale 114 000 $. Je manque un peu d'espace sur mon dessin ici. À ce moment-là, cette moyenne-là, elle est centrée ici. Elle descend de cette façon-ci, elle suit à peu près la même moyenne, la même cloche que celle de mu0, qui est à 112 000 $. À ce moment-là, on remarque quelque chose d'intéressant. On va essayer de visualiser c'est quoi l'erreur bêta. L'erreur bêta, ce serait de ne pas rejeter H0, donc d'être de ce côté-ci, alors que H0 est fausse. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que on n'est pas dans la courbe noire, on est dans la courbe bleue, et on est de l'autre côté du 115 110. Donc, on est du côté où on ne rejette pas H0. Donc, on va chercher cette partie-ci, qui est en bleu hachuré, sur notre dessin. Ce qu'on retrouve ici, c'est la partie bêta, c'est la probabilité de ne pas rejeter H0, donc d'être en bas de 115 110, alors que la vraie formule, c'est la deuxième cloche, la cloche en bleu qui nous intéresse et non pas la cloche en noir. Donc ça ici, ça nous indique qu'on a une très grande probabilité. C'est certain qu'on va avoir une probabilité de plus que 50%, même parce que le centre de notre cloche est avant la valeur qui nous permet de rejeter H0. Donc, on a au moins la moitié de la cloche, plus une certaine partie qui se trouve à être la différence entre 114 000 et 115 110. Cette partie-là, elle est immense et c'est celle qui vaut le 71,23% qu'on s'était donné. Ici, on avait une possibilité, une probabilité énorme pour la puissance de notre test. Donc, c'est ce qui représente la probabilité bêta et c'est ce qui fait le tour de cette section-ci. Évidemment, comme on l'a vu dans ce numéro-là, si je vous demande d'aller chercher la probabilité bêta, je vais vous donner toutes les informations nécessaires. Vous allez avoir le mu0 ou le pi0, vous allez avoir la vraie probabilité ou la vraie moyenne ou la vraie proportion qui vous intéresse, et on va vous donner un seuil de signification
Dans ce cas-ci, le seuil 6% qu'on avait choisi. Ceci étant dit, on regarde un autre exemple juste pour bien saisir la matière, puis ensuite de ça, on aura terminé cette partie-là sur les probabilités des erreurs des deux espèces. Donc, allons-y avec l'exercice 11.2. Dans cet exercice-ci, on est en train de travailler sur des proportions plutôt que des moyennes. Donc, on dit qu'on a réalisé une enquête auprès d'un échantillon de 500 personnes. Dans cet échantillon-là, on avait comme but de vérifier si la proportion des gens opposés à un projet de réglementation municipale était différente à 20%. Donc, on a un responsable de l'enquête qui considère que 20% des résidents sont défavorables à la réglementation proposée si le nombre d'opposants dans l'échantillon se situe entre 92 et 108. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire premièrement que le pi0 qu'on va utiliser, ce sera 0,20, donc 20%. Le nombre n, donc la taille de l'échantillon, c'est 500, ça nous est donné. Et ici, dans la phrase qu'on nous indique, c'est qu'on ne rejette pas H0 si on a entre 92 et 108 personnes qui s'opposent dans l'échantillon de 500. Donc, on a une proportion qui sera entre 92 sur 500 et 108 sur 500. Avec ça, ici, on va répondre à quelques questions. On va commencer par émettre des hypothèses, faire une règle de décision. On va calculer la probabilité alpha, donc probabilité de l'erreur du premier type. Et finalement, on va calculer l'erreur du deuxième type, probabilité de la probabilité de l'erreur de type 2. Donc, on y va avec A, les hypothèses. Hypothèse ici, on a besoin d'une hypothèse initiale H0. Cette hypothèse-là, ben, c'est toujours de dire que pi est égal à pi0, donc 0,2. À quoi est-ce qu'on confronte l'hypothèse ici? Ben là, on disait qu'on parlait d'une proportion qui serait différente de 20%. On ne sait pas si c'est plus, on ne sait pas si c'est moins, donc on va aller chercher pi n'égale pas 0,2. Tout à l'heure, lorsqu'on va chercher le calcul, lorsqu'on va chercher la probabilité de bêta, ben, il va falloir qu'on se donne une valeur pour la vraie proportion ici. À ce moment-là, on est rendu à aller chercher la règle de décision. Donc, c'est quoi la règle de décision pour notre situation ici? Ben, ici, on s'était dit qu'on ne rejette pas H0 si on est entre 92 sur 500 et 108 sur 500. Ben, ça ici, c'est exactement la règle de décision qu'on est en train de calculer finalement. Donc ici, on ne rejette pas H0 si notre proportion P qu'on va avoir calculée est entre 92 sur 500 et 108 sur 500. Donc, on pourra sortir les vrais chiffres lorsqu'on sera rendu à faire nos probabilités. Donc ici, c'est assez simple, c'est ce qui nous intéresse pour la suite du problème. On va aller chercher ces informations-là et on va voir qu'est-ce que ça nous donne pour le calcul de l'erreur de premier type. Donc, calcul d'alpha ici, ben déjà, alpha, c'est quoi? C'est la probabilité de rejeter H0, sachant que H0, c'est vrai. Ici, cette probabilité-là, rejeter H0, comme on a un test qui est bilatéral, on va des deux côtés, ben ce sera la probabilité, j'ai oublié de mettre mon P de probabilité, c'est la probabilité que Z soit plus grand que la valeur absolue de Z alpha sur 2. C'est ce qu'on s'était donné lorsqu'on a fait nos tests bilatéraux. À ce moment-ci, on n'oublie pas qu'on doit avoir H0 vrai. Donc, ça nous prend Z alpha sur 2 pour ce test-ci. On recherche Z alpha sur 2. Pour faire ça, on sait qu'on a 92 sur 500 qu'on peut calculer. Ça ici, calculez-le, ça va vous donner 0,184. Et selon nos calculs, selon les tests hypothèses, la valeur qui donne la proportion ici, elle est donnée par pi0 moins z alpha sur 2 fois la racine de pi0 fois 1 moins pi0 divisé par n. Pourquoi est-ce que je prends le moins ici? Ben parce que c'est la valeur inférieure, donc je vais aller chercher le moins dans ce cas-ci. Tout à l'heure, dans notre vidéo sur l'erreur de premier type, on est allé chercher le plus. Cette fois-ci, je vais aller chercher le moins pour vous montrer qu'on peut faire les deux sans problème. Donc, avec ça ici, je sais que 0,184 moins pi0 divisé par la racine de pi0 fois 1 moins pi0 divisé par n, c'est égal à moins z alpha sur 2. Moi, je veux z alpha sur 2 positif parce que je vais avoir besoin de la valeur absolue. Donc ici, si je vais enlever le positif, le négatif plutôt, je vais aller chercher
la valeur absolue de mon expression qui est ici. Donc à ce moment-ci, je peux remplacer ça dans mon équation. Ça veut dire que je vais avoir la probabilité que z soit plus grand que la valeur absolue de 0,184 moins pi 0 sur la racine de pi 0 fois 1 moins pi 0 divisé par n. Tout ça sachant que h0 est vrai. Si que h0 soit vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pi 0 serait égal à 0,2. Donc dans ce cas-ci, on va aller chercher la probabilité. C'est égal, ça c'est pas une implication, donc c'est égal à la probabilité que z soit plus grand que 0,184 moins 0,2 divisé par la racine de 0,2 fois 0,8 divisé par 500. Ici, j'ai plus besoin de mon h0 vrai, étant donné que je l'ai remplacé dans mon équation. Donc, il ne nous resterait plus qu'à calculer cette probabilité-là, savoir c'est quoi la valeur qui se trouve dans notre probabilité, et ça va nous permettre d'aller chercher exactement quelle est la valeur de la probabilité alpha, donc faire une erreur de type. Je vais effacer un peu mon tableau, on recommence dans un instant avec la suite. Donc, cette valeur-là, ici, entre les valeurs absolues, on peut la trouver. 0,184 moins 0,2 divisé par la racine ici, ce sera négatif. Heureusement, on a des valeurs absolues. Donc, ça va nous donner la probabilité que z soit plus grand que 0,8944. Ici, dans notre table à loi normale, on n'a pas besoin d'avoir les deux derniers chiffres. On arrête à deux chiffres de toute façon, donc on va enlever ça ici, et on va aller chercher 0,89 directement. Mais dans notre table à loi normale, plus grand que 0,89, on va pas trouver ça, donc il va falloir changer ça pour 0,5, moins la probabilité que z soit entre 0 et 0,89. Donc, on va aller trouver cette probabilité-ci, entre 0 et 0,89. On va enlever ça à 0,5 et ça va nous donner la probabilité qui nous intéresse. Donc, allons chercher ça dans la table à loi normale, puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne par la suite. Si 0,89, on commence par la première colonne, 0,8. Le 9, il est à la toute fin. Donc, 0,3133, c'est ça qu'on va utiliser comme probabilité pour faire notre calcul avec le 0,5 moins cette probabilité-ci. 0,5 moins 0,3133. Il ne nous reste plus qu'à faire ce calcul-ci pour obtenir exactement la valeur de alpha. Et ici, c'est 0,1867, donc 18,67%. Ça veut dire qu'avec le test qu'on est en train de faire, on a une chance de 18,67% de se tromper et de commettre l'erreur de type 1, donc rejeter H0 alors qu'elle serait vraie. Maintenant, on s'intéresse à aller voir quelle est la puissance du test. Donc, dans vos notes, dans l'exercice que je vous demande de faire, on vous demande d'aller chercher la puissance du test. Nous, la puissance, on l'a pas tout à fait définie. Donc, je vais faire une petite pause dans mon numéro, j'efface cette partie-là et cette partie-là du tableau. Donc, on va se donner c'est quoi la puissance du test, et ensuite de ça, on pourra aller la calculer. Donc, la puissance d'un test hypothèse, c'est simple, c'est donné par l'expression 1 moins bêta. Donc, si on veut trouver la puissance d'un test, en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut trouver la probabilité bêta, donc la chance qu'on ne rejette pas H0 alors qu'elle est fausse, et on va faire 1 moins cette probabilité-là, on va aller chercher la probabilité inverse dans ce cas-ci. Donc, pour faire ça, il va falloir trouver bêta, il va falloir trouver la probabilité, donc dans l'exemple ici 11.2 qu'on est en train de faire, pour le calcul de 1 moins bêta, il faut trouver bêta. Et là, pour trouver bêta, il va falloir revenir un peu sur le problème qu'on était en train de faire juste avant. Donc, on a déterminé déjà que notre test, il est bilatéral. Donc, on va avoir une situation où, pour H0, le rejet de H0 se trouve à gauche et à droite avec pi0 ici qui est à 0,2. On sait que avant, donc à gauche, ça ici, ça correspond à 92 sur 500 qui est 0,184. De l'autre côté, ici, ça correspond à 108 sur 500, qui est égal à 0,2116 plutôt. Donc ici, on sait qu'on rejette H0 si on est plus petit que 0,184 ou plus grand que 0,2116. En d'autres termes, on ne rejette pas H0 si on est entre ces deux valeurs-là. Donc la zone en blanc ici, c'est la zone où on ne rejettera pas H0. Dans ce cas-ci, en D, je ne l'ai pas écrit sur mon tableau, mais on a dit que le calcul de 1 moins bêta avec pi qui est égal à 0,22. Donc si on se donne une vraie proportion 0,22,
Ben, ici, notre vraie proportion 0,22 devrait se trouver environ ici, donc dans la zone de rejet. Et encore une fois, on est centré. On a une distribution qui devrait être similaire. Donc, à ce moment-là, ce qu'on recherche, lorsqu'on recherche bêta, c'est la zone où on est en train de rejeter H0, mais qu'on est dans la courbe en bleu. Donc, cette courbe-là, cette section-ci, représente celle-ci, donc ce qui est en bleu ici. Donc, cette partie-là, le bêta qu'on est en train de chercher, ça représente la probabilité d'être entre 0,184 et 0,216, sachant que notre vraie moyenne, notre vraie proportion plutôt, se trouve à 0,22. Donc la probabilité pour le bêta, probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est fausse, probabilité de ne pas racheter, plutôt, pardon, mon erreur ici, c'est égal à la probabilité qu'on soit entre 0,184 et 0,216, sachant que le pi est égal à 0,22. Donc là, tout ce qu'on vient de se donner ici, c'est simplement pour se donner une meilleure idée de la proportion qu'on va aller chercher. D'ailleurs, on pourrait analyser un petit peu plus notre schéma ici. On remarque que le centre de notre courbe en bleu dépasse la zone de non-rejet de H0. Donc, on s'attend nécessairement ici à avoir une probabilité qui est un petit peu légèrement inférieure à 50%, étant donné qu'on est absolument ici du côté plus petit, on est à moins de la moitié de notre courbe. Donc, on s'attend à une probabilité de moins de 50%. Avec ça, on va vouloir travailler avec les proportions ici. On connaît déjà des méthodes pour aller chercher ces proportions-là, pour aller chercher ces probabilités-ci. Et là, ce que je veux faire avec vous, c'est travailler avec les deux en même temps. Donc, on va travailler avec les deux côtés en même temps de cette façon-là. Vous allez voir qu'il existe vraiment plusieurs méthodes pour aller calculer notre probabilité ici. On va devoir faire un petit peu d'analyse, aller chercher à quoi ça ressemble du point de vue du schéma pour avoir la bonne valeur et pour avoir le bon calcul qu'on fait ici. Donc, j'efface un peu, puis on repart avec cette probabilité-ci qu'on est en train de calculer. Donc, on y va avec ça. J'ai déjà dessiné un petit peu les schémas qu'on va utiliser tout à l'heure pour bien visualiser, juste pour pas perdre trop de temps. Donc, on commence par calculer notre probabilité. Probabilité ici, 0, on cherche la probabilité que P soit entre 0,184 et 0,216, sachant que la vraie probabilité, pi, est égale à 0,22. Ici, ce calcul-là, pour le faire, il va falloir transformer 0,184 et 0,212. On va transformer ça en une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée 0,1. Et pour faire ça, on va utiliser 0,184, donc la valeur, moins pi divisé par pi fois 1 moins pi divisé par n dans notre racine, plus petit ou égal à p, plus petit ou égal à z plutôt, plus petit ou égal à 0,216 moins pi toujours divisé par la racine de pi fois 1 moins pi sur n, toujours en sachant que pi est égal à 0,22. Ici, on peut changer un petit peu notre écriture, on peut rentrer le pi à l'intérieur, donc on va avoir la probabilité que que z soit entre 0,184 moins 0,22 divisé par la racine de 0,22 fois 0,78 divisé par 500. Encore une fois, on avait une quantité, une taille échantillonnale de 500. Ça, ici, c'est Z. De l'autre côté, on a 0,216 moins 0,22 divisé par la racine de 0,22 fois 0,78 divisé par 500. Bon, donc là, on a rentré notre pi à l'intérieur du calcul, on a des gros calculs de chaque côté, on pourrait les estimer déjà, les changer par les vraies valeurs, et voir entre quoi et quoi z doit être. Ensuite de ça, on regarde notre schéma, et notre schéma va nous donner exactement qu'est-ce qu'on doit faire comme calcul de probabilité. Donc ici, on va commencer par la partie gauche de notre équation. Donc, qu'est-ce que ça donne, ce 0,184 moins 0,22 divisé par notre racine? Bon, ça a l'air que j'ai accroché pause pendant que je faisais mon vidéo, donc j'ai comme parti sans me rendre compte que j'avais plus de vidéo qui enregistrait. Fait qu'on va revenir sur ce que je viens de dire. C'est déjà écrit, mais je vous explique qu'est-ce qui est arrivé. Donc, la première partie ici, à gauche de notre Z, ça donne moins 1,94. J'arrondis à deux chiffres après la virgule parce que la table de la loi normale se rend pas à plus que deux chiffres de toute façon. De l'autre côté, on obtient moins 0,22.
Et ici, c'est important, le moins 0,22, c'est un addon que ça corresponde avec le pi qu'on avait au-dessus. C'est vraiment juste un coup de chance. C'est pas volontaire ici, c'est juste les chiffres qui se sont placés comme ça, de cette façon-là, aléatoirement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité d'être entre moins 1,94 et moins 0,22, donc dans cette partie assurée de mon schéma qui est ici. À ce moment-là, ce schéma-là, on peut pas le trouver directement dans la table de loi normale. Il va falloir utiliser la symétrie, aller de l'autre côté ici, donc dans le positif. On va chercher la même chose entre 0,22 et 1,94. Plutôt que des avoirs négatifs, on y va dans le positif. On est des gens positifs dans la vie. Là, ici, encore une fois, cette zone-là, on ne peut pas l'obtenir directement. Il va falloir aller chercher de 0 à 1,94, moins de 0 à 0,22. Donc, on va faire ça ici, cette section-ci. Donc, de 0 à 1,94 et de 0 à 0,22. Donc, ça veut dire qu'on est rendu au bout, on s'en va dans la table de la loi normale et on cherche entre 0 et 1,94 et entre 0 et 0,22. Donc, on va dans la table de la loi normale puis on calcule notre probabilité par la suite. On commence par 1,94, la première des deux. Donc ici, on va aller à 1,9 pour commencer, juste ici. Et la quatrième position, donc ici, on est à 0, 1, 2, 3 et 4. On va aller chercher 0,4738. Donc c'est ça la première probabilité qu'on va chercher. Ensuite de ça, il va falloir soustraire à cette probabilité-là la probabilité d'être entre 0 et 0,22. Donc on a besoin de 0,22. Allons-y, 0,2 pour commencer, donc ici, troisième ligne, et on cherche 0,2, donc troisième colonne aussi, on est à 0,0871. Donc, on va prendre les deux valeurs qu'on vient de calculer et on va en faire la soustraction pour obtenir la probabilité totale de bêta. Donc, ici, on avait 0,4738, et ici, on a 0,0871. Il nous reste plus qu'à faire la différence entre les deux ici, et ça nous donnera la valeur de bêta. Parce que si, avec la calculatrice, on obtient 0,3867. Donc, la probabilité bêta est de 38,67%, mais nous, on cherche la puissance, donc on n'oublie pas 1 moins bêta, ce sera égal à 1 moins 0,3867, qui nous donne 0,6133, donc environ, ou du moins directement ici, 61,33%. Donc, le test hypothèse qu'on va avoir fait va avoir une puissance de 61,33%, ce qui veut dire qu'on a 38,67% de chance de faire l'erreur de type 2. C'est ça ici qu'on cherchait, et évidemment, là, ce numéro-là, il est plus difficile. Il est plus difficile étant donné qu'on avait un test hypothèse qui était bilatéral, on doit aller chercher plus d'informations, on doit transférer avec des schémas pour faire une grosse analyse, un petit peu plus long là, comme problème ici. Donc, c'est sûr que si je vous demande ce genre de problème-là à l'examen, ce sera un gros bout de l'examen. Mais je ne pense pas aller chercher ce genre de test-là, étant donné que c'est légèrement trop complexe pour moi. Je préfère étudier le test unilatéral lorsqu'on cherche l'erreur de type 2 du point de vue du test hypothèse. Donc, ceci étant dit, ça fait le tour de nos probabilités, ça fait le tour des exercices qu'il y avait dans cette section-ci. Donc, on va se laisser ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.6 du manuel. Donc, on retourne dans le manuel, on va aller faire des tests d'ajustement du Ki2. Donc, une autre méthode d'inférence statistique qui va permettre de clore le chapitre 5 et ainsi de clore la matière complète de notre cours. Donc, plus qu'une vidéo et ensuite de ça, on a terminé.